intervenants. Mesdames et messieurs, effectivement, le rôle d'Israël, du lobby juif dans la politique étrangère des États-Unis à l'égard de l'Iran, c'est, aurait dit le général de Gaulle, un vaste programme. Et je vais essayer de pas de course de couvrir ce champ d'études. Juste en guise d'introduction, rappelez-vous, Jimmy Carter demande à Rosalynn « Que voudrais-tu faire pour le Nouvel An, le 31 décembre 1977 ?» Et Rosalynn a répondu « J'aimerais aller à Téhéran, voir le Shah et l'impératrice Farah. » Tout ça pour dire que les temps ont bien changé, surtout qu'à l'époque, la CIA perd Bush, la SAVAK de Hassan Pakhavan et le Mossad vivaient une lune de miel sans pareil. Une année après, dans les rues de Téhéran, on trouve des foules incantatoires qui chantent Mahba America, la prononciation est sous votre contrôle, Monsieur le Président, Mahba Israël, mort à l'Amérique, mort à Israël, et puis en même temps, les États-Unis subissaient la pire humiliation du siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la prise de leur ambassade. Donc, 79-2026, presque un demi-siècle d'inimitié. Et nous voilà aujourd'hui avec les États-Unis et Israël réunis depuis le 28 février dans une guerre contre l'Iran. J'ai un cours là de 2 heures que je vais résumer en 15 minutes. Et je ne vous ferai pas l'insulte d'entrer dans le détail de mes chapitres, vous êtes tous des spécialistes, donc quand je parle de mon chapitre 1, déterminant inchangé de la politique étrangère des États-Unis envers l'Iran, je ne vous ferai pas l'injure de vous infliger mes considérations sur la poursuite de l'hyper-hégémonie américaine, sur la maîtrise permanente de l'énergie, sur le soutien à l'État d'Israël, tout ça dans mon texte, surtout à travers un puissant lobby. L'hostilité avec l'Iran, sauf que je m'arrête brièvement sur ce point, l'hostilité envers l'Iran, parce que dans mes études, j'ai retrouvé des textes de 87-88, des déclarations de M. Clinton, qui avait M. Bush, de M. je vais y arriver, Trump, qui avait 40 ans, et qui s'intéressait déjà, il envisageait un jour une possible présidence des États-Unis. Et incroyable, 87, il critiquait déjà la retenue américaine de l'époque dans la région du Golfe, et il déclarait en 88 un seul tir sur l'un de nos hommes ou de nos navires et j'attaquerai l'île de Karg. Et autre chose à l'égard des Alliés, ce qui est aussi extraordinaire, ça date aussi de 88. Il accompagnait sa critique d'une fondamentale envers les Alliés des États-Unis, dont il attendait qu'ils assument à l'avenir eux-mêmes les coûts de protection des voies commerciales. Et il disait, nous protégeons des navires qui ne nous appartiennent pas, nous transportons un pétrole dont nous n'avons pas besoin pour des alliés qui ne nous aident pas. Juste un petit rappel de l'histoire. Les choses changent et restent tout de même solidement appuyées sur des principes de base. Je rappellerai en passant ce que les journalistes oublient de mentionner, c'est que les États-Unis sont en guerre contre l'Iran depuis 1979 à travers les sanctions. Les sanctions qui, officiellement, selon les Nations Unies, à propos de l'Irak, ont tué entre 500 000 et 1 million de personnes. Ce sont les chiffres officiels des rapports onusiens. Et la guerre aussi en Iran, les sanctions contre l'Iran aussi tuent. Moi-même, un membre de ma famille qui est mort pour ne pas avoir reçu en temps utile un médicament dont sa survie dépendait. Et produits médicaux, produits industriels, produits technologiques, etc. Imaginez, ces sanctions durent depuis 47 ans, elles ne durent que depuis 4 ans à l'égard de la Russie.
Les méthodes aussi de Trump ne changent rien sur le fond. J'ai retrouvé, vous vous amuserez beaucoup à la lecture de mes 24 citations, je vous en donne 3 seulement, un petit florilège du passé. George Kennan, le plus grand diplomate américain qui soit, disait dans une instruction à ses ambassadeurs en 1950, le jour n'est pas loin où nous allons devoir nous positionner en termes de rapport de force pur. Et moins nous serons alors bridés par des slogans idéalistes, mieux nous nous en trouverons. Le mépris a toujours été le même. Ronald Reagan, en 83, on lui dit, vous savez, les gens ne sont pas contents, ils ont condamné l'invasion américaine de la Grenade, l'ONU l'a condamné, et Reagan dit, aux Nations Unies, 100 pays n'ont pas été d'accord avec nous à propos de tout ce que nous faisons, et cela n'a pas du tout gâché mon petit déjeuner. J'étais à Genève comme facilitateur pour la Suisse lors des négociations en 91 entre James Baker et Saddam Hussein. Et que disait James Baker à Saddam Hussein? Nous allons détruire ton pays et le catapulter à l'âge de pierre. Je vous cite encore David Rumsfeld, excellent conseiller Moyen-Orient de Cheney et de John Bolton, de charmant patron, qui co-rédige avec Richard Perle un rapport remis à Netanyahou lors de l'entrée en fonction du Premier ministre israélien en 1996, dans lequel il recommande les frappes 96, rapport de l'administration américaine à Netanyahou. Il recommande des frappes préventives contre l'Iran et la Syrie, la destitution de Saddam Hussein et l'abandon des traditionnelles négociations de paix avec les Palestiniens. Et puis vous n'éviterez jamais soit Billy Graham ou son fils, Franklin, qui a fait la prière de Pâques à la Maison Blanche cette année, et qui dit Today the wicked regime of Iran wants to kill every Jew and destroy them with atomic fire, but you have raised up President Trump. Father, you have raised him up for such a time as this, and Father, we pray that you will give him victory. Ce qui me permet de conclure ce passage en vous rappelant mon ami John Whitbeck, qui est un avocat américain à Paris, qui a un blog extraordinaire et qui dit depuis longtemps Washington DC est le plus grand hôpital psychiatrique au monde à ciel ouvert. Donc rien de très nouveau. Il y a toutefois 2 ou 3 choses qui changent que je ne fais que mentionner. Il y a la manière, que vous connaissez, il y a les moyens, les ultimatums. Moi j'en ai compté 31 entre le 2 décembre 2024, il n'était pas encore président, et le 9 avril. C'est tout de même une façon d'opérer assez extraordinaire. Il y a l'aspect économique, les marchés, c'est-à-dire des manipulations de marché et des mouvements très importants de capitalisation boursière. Vous avez 2 000 milliards de dollars qui changent en 9 minutes, le 23 mars. Et puis je vous recommande vivement la plateforme de marché de prédiction Polymarket. Polymarket, c'est génial, vous pouvez prendre des paris. Par exemple, Trump va-t-il se contredire sous 24 heures? Vous le savez, vous mettez 100 000 dollars à 1 contre 10, vous êtes millionnaire 10 minutes après. Et puis il y a la maladie, on n'en parle pas, le diagnostic est clair, je crois, c'est malignant narcissism. Et il y a Dieu. Ça, évidemment, depuis la création des États-Unis, Dieu est toujours là, présent dans la Constitution, etc., mais jamais personnalisé à ce point. Je vous rappelle ce que Trump a dit après l'attentat de 2024 qui lui a coupé l'oreille. I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Et Netanyahou, puisque je vous parle d'Israël et des États-Unis, n'est pas meilleur, parce que dans son discours de Pessah 2026, donc la Pâque juive,
il se compare à l'Exode. Lui, Netanyahou, a eu 10 opérations qui correspondent aux 10 plaies d'Égypte. Et l'assassinat de l'Ayatollah Khamenei a été baptisé la plaie des premiers-nés. Exet porte la croix de Jérusalem, Deus vult, Dieu le veut, le cri des Templiers. Pour Israël, c'est toujours la même chose, c'est la recherche de la protection de l'Amérique. Et si Israël jouit d'une aussi grande liberté, c'est évidemment que les États-Unis la lui garantissent et la lui assurent, en particulier aux Nations Unies, depuis 1948. Ça a permis à Israël de mépriser des centaines de résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Les États-Unis, j'ai compté, ont utilisé plus de 50 fois leur droit de veto au profit d'Israël. Et donc la politique belliqueuse et illégale d'Israël à l'égard de l'Iran et du Liban en particulier, sans oublier les territoires palestiniens, et Gaza serait inimaginable sans le consentement de l'Amérique. L'Iran, comme pour les États-Unis, est un ennemi commun irréductible. Et il y a aussi, ce qui est très important, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que des livres commencent à être publiés, c'est les pressions d'Israël sur les États-Unis. Vous savez, tout le monde a cherché, cite des fausses citations de Netanyahou. J'en ai pour 6 minutes, je finis à moi 20. Qui dit « Je contrôle le Congrès américain ». J'ai cherché partout. Il n'y a qu'une seule citation qui est authentique parce qu'elle figure sur une vidéo de 2001 qui correspond à une de ses visites à une colonie d'Ofra. Et il dit « Je les connais bien, les États-Unis ». Ça, c'est Netanyahou sur vidéo. « Je les connais bien, les États-Unis. Tu peux les manipuler » parce qu'il répondait à un colon. « Tu peux les manipuler comme tu veux. » Et les faire aller dans la bonne direction. Et même s'ils disent quelque chose, ils vont dire quelque chose. Et alors, 80% des Américains nous soutiennent. C'est des idiots. Nous avons un tel soutien là-bas et ici. Tu vois, je n'ai pas peur de manipuler Clinton, je n'ai pas peur de me confronter à lui, ni d'aller contre l'ONU. Et évidemment, ces pressions sont manifestées de plusieurs manières. Il y a des citations intéressantes qui font que Netanyahou affirme que Saddam Hussein a la bombe atomique. Mossad sait très bien que c'est faux, mais Netanyahou dit « mais ne vous y trompez pas, il a l'arme nucléaire ». Donc, tromper ses interlocuteurs et surtout pousser les États-Unis à créer le chaos. Il y a un Américain, Max Blumenthal, qui est l'éditeur en chef de Grey Zone, explique comment, depuis en fait l'assassinat de Soleimani, les Israéliens essayent de persuader Trump qu'il sera victime un jour d'une tentative d'assassinat. Et Netanyahou, d'ailleurs, ne s'est pas privé d'affirmer, sans la moindre preuve évidemment, parce que personne n'en a, que l'Iran était derrière les tentatives d'assassinat de Butler et de Mar-a-Lago. Oui, ils veulent le tuer. Et naturellement, Trump a parfaitement intégré cela parce que Trump lui répond le 21 juillet 2025 en disant « J'étais le chassé et maintenant je suis le chasseur ». La proposition de guerre acceptée du 11 février, je n'y reviens pas, c'est extraordinaire. Vous avez, grâce à 2 journalistes américains, quasiment le récit verbatim de ce qui s'est passé les 11 et 12 février. On sait très exactement ce qui s'est passé, qui a pris position, dans quel sens. Toujours est-il que Trump a fait confiance à ses mauvais instincts. Vous connaissez évidemment la suite. Le livre de ces 2 journalistes n'est pas encore sorti. Il s'agit de, mais vous le lirez avec plaisir, Maggie Haberman et Jonathan Swan. C'est Regime Change, Inside the Imperial Presidency of Donald Trump. C'est publié par le New York Times, je crois que ce n'est pas encore sorti. Il y a aussi une chose qu'il faut évidemment exiger, c'est une réflexion sur le nucléaire clandestin. Tout le monde sait qu'Israël possède quelques 200 têtes nucléaires dont personne ne parle, enfin tout de même.
Un pays grand comme 2 départements français qui possède 200 têtes nucléaires et un pays voisin, presque voisin, grand comme l'Europe, n'a pas accès à cette technologie. Il y a tout de même de quoi énerver les uns et les autres, et les Iraniens en particulier. Donc cette réflexion n'apparaît jamais aujourd'hui, bien sûr, et les Nations Unies organisent chaque année, la dernière fois en décembre 2025, une conférence à New York sur la dénucléarisation du Moyen-Orient, auquel les États-Unis et Israël n'ont jamais assisté. J'étais gouverneur suisse à l'AIEA. Toutes les années, on signait une résolution sur la dénucléarisation du Moyen-Orient pour rien. Pour rien. C'est pour ça que certains ont utilisé un vilain jeu de mots, vous savez, IAEA, donc l'agence atomique. IAEA, Israeli Agency Enabling Aggression. Les conséquences, je passe comme chat sur braise, conséquences électorales, évidemment aux États-Unis. Je vous dis que ça, affaiblissement de Trump. Un passage qui aurait été important, c'est la conséquence de ce conflit sur l'influence des lobbies. C'est extraordinaire de voir que dès le début de cette année, vous avez eu des élections partielles aux États-Unis où les candidats soutenus par l'AIPAC ont perdu. Et vous avez l'AIPAC qui dit, c'est extraordinaire, nous allons nous concentrer sur l'élimination des candidats qui critiquent Israël ou souhaitent assortir l'aide de conditions. Et chose extraordinaire, Madame Yann Schakowsky, qui était soutenue par l'AIPAC, elle était battue par Daniel Bliss. Et chose extraordinaire, Daniel Bliss, il est soutenu par un autre lobby juif, J Street, qui est en train de prendre le dessus sur l'AIPAC, parce que J Street est beaucoup plus, j'allais dire, réaliste vis-à-vis d'une politique pro-israélienne ou sioniste. Et je vous laisse simplement ce commentaire du président de J Street, qui est fondamental, qui est un ancien conseiller de Bill Clinton, Jeremy Ben-Ami s'appelle. Il dit, je vous parle du changement d'attitude le plus important que j'ai jamais vu aux États-Unis, non seulement au sein de la communauté juive, mais aussi dans l'ensemble de l'opinion publique. Donc les choses sont en train de changer. Elles ne seront plus jamais les mêmes. Ça, c'est une des conséquences. Alors, je vous parle en conclusion, je parlais au président, une minute. J'étais avec Dominique Moisy lundi soir et on travaillait à cette conclusion. Dominique Moisy, c'est extraordinaire, il a une image folle. Il compare Trump au Charlie Chaplin du dictateur, qui joue avec le globe représentant le monde, qui finit par tomber par terre et se dégonfler. Netanyahu aussi, il a joué avec le globe Moyen-Orient, qui a fini par tomber par terre et se dégonfler. Moïse considère qu'il y a 3 raisons fondamentales à la catastrophe actuelle concernant la politique étrangère américaine et israélienne. C'est une ignorance de l'histoire et du passé qui hypothèque l'avenir, la première chose. La deuxième chose, il y en a 3. La deuxième chose, c'est qu'ils présentent tous les deux, donc Trump et Netanyahu, un véritable déficit stratégique. Il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de stratégie véritable. Et ce déficit stratégique les conduit évidemment à des comportements irrationnels qu'il faut sans cesse adapter et donc à des dérives. Personne ne sait quel est le endgame en Iran pour les États-Unis et pour Israël. Et donc, cette troisième constatation, c'est ce qu'il appelle une évolution très négative dans la société. Il appelle ça la banqueroute morale. Cette banqueroute morale aboutit à l'effondrement de nos modèles de société démocratique. Et on passe du principe d'ordre, en quelque sorte, qu'on avait plus ou moins maintenu depuis 1945 dans les relations internationales, à un principe de désordre. Et ma dernière phrase, tout ce que je vous ai dit sur Trump, tout ce que vous savez sur Trump, concourt évidemment, j'imagine qu'on est tous d'accord autour de cette table, à l'érosion de la crédibilité des États-Unis
et d'Israël et ouvre de nouveaux espaces stratégiques à la Chine et à la Russie. Le drame dans tout ça, c'est que pour les Américains plus âgés, Israël est un vecteur spirituel des États-Unis, un objet d'admiration profonde. Et maintenant, pour les jeunes générations, par contre, Israël n'est pas seulement mal aimé, mais parfois détesté. Il y a là une fracture générationnelle frappante aux États-Unis. Voilà, j'ai terminé mon parcours au pas de course. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, Madame.